Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures sur Télé Djibouti, bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les titres. Distribution de la première tranche de parrainage aux orphelins, un événement organisé au Palais du Peuple par le ministère des Affaires musulmanes. Et à Gaza, la crise économique s'aggrave, l'ONU dénonce une situation de dévastation. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le Palais du Peuple a accueilli hier une cérémonie joyeuse organisée par la fondation du Diwan al-Zakat pour distribuer la première tranche du parrainage aux orphelins pour l'année 2024 sous le patronage du ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, Moumin Hassan. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs hauts responsables du ministère et de la fondation et la première tranche de cette aide financière de 15 000 francs par orphelin a été distribuée bénéficiant à environ 1160 orphelins de Djibouti-Ville et de la banlieue de Balbala. Cet événement fait suite à des distributions similaires dans les régions de l'intérieur et reflète l'engagement du Diwan dans son rôle social important et illustre la profondeur du partenariat entre le secteur public et privé pour soutenir les segments les plus vulnérables de la société. Il convient de noter que le projet de parrainage d'orphelins lancé par le président de la République en 2007 en parallèle avec la commémoration de la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, a pour objectif de fournir un soutien matériel et moral aux orphelins, renforçant ainsi l'esprit de solidarité et de soutien mutuel au sein de la communauté. Suleiman Hassan Ismail de la Salam African Bank a prononcé un discours au nom des principaux parrains considérant le programme de soutien aux orphelins comme une étape importante dans les efforts visant à soutenir les orphelins et à promouvoir l'esprit de solidarité dans la communauté. Il a également appelé les commerçants fortunés à rejoindre le groupe des sponsors pour alléger la souffrance des orphelins qui constituent l'un des segments les plus vulnérables de la société. Et dans son discours, le directeur général du Diwan al-Zakat, Suleiman Hussein, a expliqué que ce programme caritatif visait à fournir un soutien financier et moral aux orphelins en affirmant que le Diwan continuera à travailler pour assurer un soutien durable à ces enfants afin de leur garantir une vie décente et un avenir prometteur. Il a souligné que la Fondation a organisé cet événement plusieurs fois par an, soit tous les 3 mois depuis la création du programme par le président de la République en 2007. Suleiman Hussein a saisi cette occasion pour exprimer sa gratitude au chef de l'État, au ministre des Affaires musulmanes ainsi qu'aux membres du conseil d'administration du Diwan al-Zakat et à toutes les personnes et institutions qui contribuent activement au programme de soutien aux orphelins. Et de son côté, le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, Moumin Hassan Barré, a exprimé sa gratitude à tous ceux et celles qui ont contribué au soutien et à la gestion de ce programme caritatif, affirmant que ce projet fait partie de la stratégie du Diwan al-Zakat pour renforcer la solidarité sociale. Ce programme est l'un des projets réussis menés par le ministère conformément à la politique sociale soutenue par le chef de l'État. Nous soutenons et encourageons ce programme car il incarne la solidarité et le soutien caractéristique du peuple djiboutien. Grâce à votre soutien continu a poursuivi le ministre et à votre dévouement envers le bien-être des autres, nous avons constaté cette année une augmentation du nombre d'orphelins soutenus par rapport aux années précédentes. Et la cérémonie se clôturait par la distribution de la première tranche de parrainage aux orphelins 2024. Environ 1060 orphelins et orphelines ont bénéficié de cette aide financière. Il est à noter que le Diwan al-Zakat a distribué cette tranche aux orphelins des 5 régions de l'intérieur au cours des 2 dernières semaines. Les tuteurs des orphelins ont exprimé leur gratitude au ministre des Affaires musulmanes et du Diwan al-Zakat pour leurs efforts continue visant à atténuer la souffrance de cette catégorie vulnérable de la société. Dans l'actualité, toujours à l'instar des autres pays musulmans du monde, la République de Djibouti célèbre également cette année le Mouloud al-Nabi ou la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui. La suite dans cette séquence. Reflète l'amour et le respect que porte le pays à la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en soulignant l'importance capitale du message qu'il a apporté à l'humanité entière.
Les festivités incluront traditionnellement diverses activités religieuses et sociales, telles que des rassemblements religieux avec la récitation du Coran, la diffusion des chants et des poèmes louant les qualités morales et les vertus du sceau des prophètes et des messagers. Notons que la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une occasion religieuse majeure, marquée par la fermeture des écoles, des administrations publiques et du secteur privé à Djibouti. Elle constitue un moment annuel pour les musulmans de manifester leur gratitude envers la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a apporté le message de l'islam au monde. Cet événement est un rappel annuel de l'importance des enseignements islamiques qui prônent la paix, la tolérance et la justice. Il représente aussi une opportunité pour renforcer les liens sociaux et moraux au sein des communautés musulmanes. Il convient de rappeler qu'avant l'événement de l'islam, l'humanité était marquée par des divisions politiques et des conflits incessants entre tribus. L'idolâtrie prédominait avec une société marquée par la corruption morale, la discrimination à l'égard des femmes et l'oppression des plus vulnérables. Cependant, avec l'arrivée de l'islam, le prophète a opéré un changement radical appelant à l'unicité de Dieu, à l'abandon de l'idolâtrie et une forme sociale en insistant sur l'égalité entre les êtres humains, en accordant des droits aux femmes et aux enfants et en prônant la justice et la protection des droits de l'homme. Enfin, la célébration de cet événement religieux ne se limite pas à rappeler la naissance du prophète, mais vise également à mettre en avant les valeurs et principes établis par l'islam qui continuent d'inspirer plus d'1 milliard de musulmans dans le monde. Une réunion de haut niveau a eu lieu hier au Red Sea World entre le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, et une délégation européenne de la force navale, l'opération Aspide. Les discussions ont porté sur la sécurité maritime relative aux eaux du golfe d'Aden et du sud de la mer Rouge qui a conduit à une recrudescence d'incidents comme l'attaque du pétrolier battant pavillon grec Sounion le 23 août ou encore celle du MV Groton le 3 août 2024 dernier. Les deux parties ont évoqué la nécessité de prévenir de potentiels désastres environnementaux étant donné que le Sounion transportait 150 000 tonnes de pétrole brut, rappelant que l'opération Aspide est alignée sur la résolution 2722 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui appelle à la cessation des attaques des Houthis contre les navires marchands et reconnaît le droit légitime de défense des navires conformément au droit international. Il convient de noter également que Djibouti, en tant que carrefour stratégique du commerce maritime mondial, joue un rôle clé dans la sécurisation des route maritime entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe. Il y a lieu de rappeler que l'Union européenne a salué les efforts constants de l'autorité portuaire quant à l'engagement et la résolution à contribuer activement à la sécurité dans cette zone hautement stratégique. Dans le cadre du projet USAID d'appui à l'engagement à la société civile dans le processus de développement local, il a été marqué donc une étape importante dans le lancement officiel des ateliers de dissémination des lois régissant les associations et les organisations de la société civile. Organisée dans la région d'Arta, la cérémonie d'ouverture a donné le coup d'envoi à une série d'ateliers qui se tiendront dans les différentes régions de l'intérieur de Djibouti, visant à informer et accompagner les nouvelles associations sélectionnées dans le cadre de ce projet, présidé par Moussa Djamar, directeur du département de l'administration générale et de la régulation. La cérémonie a réuni plusieurs acteurs clés. Et Moussa Djamar a rappelé dans son allocution l'importance pour les associations de se conformer à un cadre légal solide, garantissant ainsi leur bon fonctionnement et leur pérennité. Il a souligné que les lois du 7 mars 2024 régissant les organisations de la société civile et la loi de 1901 sur les associations étaient les piliers indispensables à la structuration et à la gestion efficace des OSC. De tout développement et toute initiative de nature à contribuer au développement et au processus qui consiste à donner des formations à ce que la société civile se sente responsable et qu'elle participe intégralement à l'initiative régionale. Le rôle de la société civile ne peut être sous-estimé. Elle joue un rôle crucial pour la promotion et la transparence des droits des citoyens. Donc aujourd'hui, ces projets qui nous réunissent aujourd'hui portent encore une forme, un transfert de compétences qui consiste, il y a la loi de 1901
ça date longtemps, c'est presque oublié, mais des lois, une déjà, elle a été votée et promulguée, elle est applicable. La deuxième, qui consiste en le fonctionnement de la société civile, est en cours. Incessamment, elle va être promulguée et ceci nous permettra de combler un peu le vide qui avait toujours existé pour un bon fonctionnement de la société. Suivant également l'intervention du préfet de la région d'Arta. Aujourd'hui, aux côtés du directeur de la réglementation, M. Moussa, à l'ouverture des sessions de formation destinées aux associations, aux leaders des associations sur les lois. Donc, je voudrais dire ici que les associations œuvrent toujours aux côtés du gouvernement, la société civile, pour qu'elle œuvre aux côtés d'une manière efficace. Il faut s'imprégner des lois en vigueur dans le monde et en République de Djibouti. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'objectif de cet atelier est tel. Donc, sans tarder, je voulais dire aux associations de toujours être actives aux côtés du gouvernement. Il y a certainement des associations de pêcheurs, il y a certainement des associations qui œuvrent dans le domaine de l'écologie et de la protection de l'environnement. Aujourd'hui, comme il y a des changements climatiques, je dirais que les associations doivent appuyer le gouvernement dans ce sens. Dans le dossier de cette édition, nous allons parler donc de la bancarisation des retraités à la Caisse populaire d'épargne et de crédit de Djibouti, une révolution sociale. Regardez, c'est un document de la rédaction. La bancarisation ou l'inclusion financière est devenue un levier incontournable pour le développement économique et social de Djibouti. En facilitant l'accès aux services financiers, la CPEC joue un rôle crucial dans la réduction de la pauvreté, le soutien à l'entrepreneuriat, la consolidation de la stabilité financière, conformément à la volonté du président de la République, Son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. La Caisse populaire épargne de crédit, CPEC, se positionne au cœur de cette stratégie en étant un acteur clé de la politique sociale du ministère des Affaires sociales. Récemment, en collaboration avec la CNSS, la CPEC a initié un projet novateur pour l'enrôlement des retraités, les incitant à se bancariser. Ces projets visent à numériser les processus de réception des pensions des retraités en fournissant aux retraités des comptes pour épargner des cartes numériques qui leur permettront d'accéder facilement à leur pension via des comptes ouverts au sein de la CPEC. L'accompagnement personnalisé offert aux personnes âgées démontre le remarquable travail de la CPEC dans ce domaine, rendant l'accès aux services bancaires non seulement possible, mais aussi pratique et sécurisé. Les réactions des retraités sont unanimement positives. Ils ont exprimé leur satisfaction quant aux procédures de mise en place par la CPEC, saluant particulièrement l'accueil chaleureux et les facilités offertes par l'institution avec des frais bas. Beaucoup ont tenu à remercier personnellement la directrice de la CNSS et son équipe, mais aussi à M. Omar Ibrahim pour son engagement et son dévouement dans l'amélioration de leur expérience bancaire. Pour le directeur de la CPEC, M. Omar Ibrahim, cette politique de bancarisation découle directement de la volonté du chef de l'État de promouvoir l'inclusion financière et de garantir que chaque citoyen puisse bénéficier des avantages d'un système financier moderne et accessible. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que la CPEC de Djibouti, en collaboration avec la CNSS, nous avons initié un projet d'ouverture de compte pour les retraités qui étaient payés en espèces au niveau de la CNSS. Donc c'est une première et nous remercions la directrice générale de la CNSS, Mme Dera, pour avoir permis à ces personnes qui étaient payées en espèces la possibilité d'ouvrir un compte à la CPEC et bien sûr de disposer de leurs fonds à leur guise. Et aujourd'hui, la CPEC de Djibouti se trouve dans toutes
les communes de Djibouti-Ville, à Balbala, à Bolaos, à Razdika, partout. Donc nous avons une agence à Nguela, nous avons une agence à Balbala Charmoussa, nous avons une agence à PK12. Donc toutes les personnes retraités qui étaient payés en espèces peuvent aujourd'hui avoir la possibilité de disposer de leurs fonds dans nos agences, là où ils sont. Et ça, c'est une fierté pour nous de dire que voilà, toutes ces personnes aujourd'hui ont cette possibilité de disposer de leurs fonds dans nos agences. Donc comme vous le savez, ce nouveau système d'ouverture de compte permettra aux personnes, aux retraités, de disposer d'avantages notamment adaptés à leurs besoins. Il s'agit notamment par exemple dans le cas de besoin d'une avance, de prendre une avance au niveau de la CEPEC dans toutes les agences, bien sûr également de crédit en cas de besoin aussi pour des achats d'équipements, etc. Ou bien pour le développement d'une activité génératrice de revenus. Donc la CEPEC travaille en étroite collaboration avec le ministère des Affaires sociales, donc sous la houlette de la ministre Mme Loufa Ismaël Abdo, qui bien sûr toutes les personnes qui veulent développer une activité génératrice de revenus peuvent aujourd'hui avoir la possibilité d'avoir un accès à un crédit pour qu'ils puissent sortir de cette précarité. Donc la CEPEC, bien sûr, se trouvera aux côtés de retraités qui souhaitent également développer une activité génératrice de revenus. Je vous invite donc à vous rendre dans toutes les agences pour ouvrir des comptes. Il suffit tout simplement de disposer de 2 photos, d'une pièce d'identité et bien sûr un enrôlement biométrique vous sera effectué pour que vous puissiez disposer de votre pension de retraite lors de prochains paiements. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Grâce à cette initiative, la CEPEC, sous la direction éclairée de M. Omar Ibrahim, contribue significativement à l'inclusion financière des retraités, renforçant ainsi leur autonomie financière et leur bien-être social. Et à présent, nous nous intéressons à la rentrée scolaire, un moment clé pour les familles et un véritable moteur économique. Nous avons exploré les grandes surfaces et boutiques des quartiers pour capturer l'effervescence des achats des fournitures scolaires. Découvrez comment cette période influence non seulement les familles, mais aussi les commerces locaux. Reportage. La rentrée scolaire marque un moment crucial dans le calendrier des familles, alors que les enfants reprennent les chemins de l'école. Chaque année, ces retours à l'école s'accompagnent d'une véritable effervescence d'achat des fournitures scolaires, vêtements neufs et autres accessoires indispensables. Dans ces volets, nous nous intéressons spécifiquement au achat des fournitures scolaires, véritable rituel annuel pour de nombreuses familles. Les marchés et boutiques des quartiers se préparent des mille couleurs, avec des étals remplis de produits variés, attirant les parents soucieux de bien préparer leurs enfants pour cette nouvelle année scolaire. Pour observer cette frénésie d'achat, nous nous sommes rendus dans plusieurs grandes surfaces, comme ici à Napoléon, Nougaprix ainsi qu'à Al-Hamoud offert et aux certaines boutiques des quartiers. Sur place, nous avons rencontré des familles venues faire leurs courses pour leurs enfants. Parents et enfants arpentent les allées à la recherche de cahiers, stylos, sacs à dos et autres fournitures essentielles. Certains parents que nous avons interrogés se disent fiers de ces moments annuels. En tant que parent, Chaque année, nous venons ici pour acheter les fournitures que nous sommes attribuées par les écoles. Nous sommes bien accueillis, c'est devenu une véritable routine pour nous, explique un père accompagné d'un enfant. De l'autre côté, le commerçant ne cache pas l'importance de cette période. Un agent de papeterie souligne la diversité des gammes proposées et adaptées à tous les budgets. Nous offrons des fournitures allant de la qualité et des quantités à la plus simple aux articles haut de gamme afin de répondre aux besoins de toutes les familles et tous les budgets, précise-t-il. C'est un agent de papeterie. Ainsi, la rentrée scolaire ne se limite pas seulement à l'éducation des enfants. Elle est aussi un moteur économique redynamisant des secteurs comme les grandes surfaces et les petites boutiques. Et enfin, un fait divers pour clore l'actualité nationale. Hier soir, vers minuit, un incendie s'est déclaré dans le quartier d'Ambouli, notamment dans le secteur place 8 mai. L'incendie a créé une grosse frayeur chez les familles en cette heure avancée de la nuit, mais les pompiers
de la protection civile sont arrivés rapidement sur les lieux pour maîtriser l'incendie et pour éviter la propagation du sinistre. L'électricité a été coupée dans tout le secteur et d'après les premiers constats, l'incendie a détruit une douzaine de maisons. Les responsables de la préfecture du 3e arrondissement ainsi que de la protection civile se sont rendus sur le lieu. Une enquête a été ouverte pour constater et connaître l'origine de l'incendie et face donc à ce genre d'incendie en cette période d'été, la prudence et la vigilance restent d'actualité. En nouvelles du monde à présent, la guerre menée depuis le 11 mois provoque une dévastation économique d'une ampleur stupéfiante à Gaza et la reconstruction se chiffrera en dizaines de milliards de dollars, avertit l'ONU. La situation économique n'a jamais été aussi préoccupante dans le territoire enclavé. À Gaza, les processus de production ont été interrompus ou détruits, les sources de revenus ont disparu, la pauvreté s'est intensifiée et étendue et des quartiers ont été éradiqués et des communautés et des villes ont été ruiné, souligne un rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement publié ce week-end. Le produit intérieur brut de Gaza a chuté de 81% au cours du dernier trimestre 2023, entraînant une contraction de 22% sur l'ensemble de l'année. Et à la mi-24, l'économie de Gaza est tombée à moins d'un sixième de son niveau de 2022, souligne également ce rapport qui a basé ses calculs sur les chiffres trimestriels du Bureau central palestinien de la statistique. Et enfin, au Nigeria, des pluies torrentielles ont entraîné la rupture d'un barrage situé au nord de Maiduguri, capitale de l'état de Borno. Selon les services de secours, la ville est dévastée à 40% et le bilan risque de s'alourdir. Des inondations dues à la rupture d'un barrage à la suite de pluies torrentielles ont fait 30 morts et plus de 400 000 déplacés à Maiduguri. Les services de secours qui craignent que le bilan s'alourdisse. Depuis le début de la saison de pluie au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, les inondations ont fait 229 morts et 380 000 déplacés. Près de 108 000 hectares de terres agricoles ont par ailleurs été affectés, ce qui laisse craindre une aggravation de l'insécurité alimentaire. En 2022, des inondations d'une gravité sans précédent depuis 10 ans avaient fait plus de 500 morts et 1,4 million de déplacés. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.